todos estos años ha construido una imagen sobre Venezuela. Y es una imagen que se ha distribuido a través de todas las fuentes informativas posibles. Deportistas, artistas, cantantes, es decir, en todas las fuentes informativas tú encuentras información distorsionada sobre Venezuela. Bonjour, encore une fois, ici dans un point de débat, un dialogue avec deux copains. Nous sommes avec Romain Migus, journaliste qui a habité au Venezuela pendant plus de 10 ans, oui, et animateur du site sur l'Amérique latine, les deux rives.info, mais aussi Maurice Lemoine. Je crois que dans le monde francophone et même dans l'Amérique latine, vous connaissez à Maurice Lemoine, ex-chef de rédaction au monde diplomatique. Et aujourd'hui, va être ce dialogue sur Venezuela. Plus particulièrement sur toute la campagne médiatique qu'il y a sur ces pays, sur la révolution bolivarienne. J'ai évoqué dans Les enfants cachés du général Pinochet, qui est un livre qui s'intéresse au coup d'État. Je suis parti de 1954, en fait. 1954, c'est l'année où ont été renversés deux présidents, ou plutôt un premier ministre en Iran, Mossadegh, l'Iran, puissance pétrolière, et puis au Guatemala, et c'est là qu'on revient sur l'Amérique latine, en 1954, Jacobo Arbenz, premier président élu démocratiquement du Guatemala. Et effectivement, je veux dire, le phénomène de la guerre psychologique menée à travers les médias, en réalité, on a l'impression de le découvrir, mais il n'est pas nouveau du tout. En 1954, sur Arbenz, la presse des États-Unis a mené une campagne intense pendant des mois et des mois sur le thème « Le communisme dans les Antilles ». C'est-à-dire qu'on a retrouvé exactement les mêmes modus operandi que ceux qu'on voit aujourd'hui. Et puis, on a retrouvé les mêmes campagnes sur Cuba, sur le Nicaragua. Souvenons-vous que dans un premier temps, sur le Nicaragua, la presse en France a pris fait et cause pour les sandinistes qui avaient renversé la dictature de Somoza, qui était en place depuis 1934, si je me souviens bien. Et puis très très rapidement, dès qu'il s'est révélé que le gouvernement sandiniste était un gouvernement socialiste, ou socialisant, appelons ça comme on veut, le vent médiatique s'est retourné, y compris des journaux en France qui sont considérés, ou qui étaient considérés à l'époque, parce que maintenant on ne les considère même plus, mais comme des journaux de gauche, comme Libération, comme l'Obs, le Nouvel Observateur à l'époque, se sont retournés très rapidement contre les sandinistes en les accusant d'être un gouvernement totalitaire. On a monté des campagnes, comme on mène en ce moment sur le Venezuela. On est en plein, là on est aujourd'hui, je crois qu'on est le 17 ou le 18, le 17 je pense. Ce matin, je me suis réveillé sur France Culture avec l'accusation de Nicolas Maduro, responsable de crimes contre l'humanité au Venezuela, avec des exécutions extrajudiciaires. Sur le Nicaragua, dans les années 80, on a eu une campagne sur l'assassinat, le génocide, l'ethnocide par les sandinistes et les Indiens Misquitos, c'est-à-dire qu'on était dans les mêmes logiques de manière à émouvoir l'opinion internationale sur des thèmes pour lesquels fondamentalement on peut avoir une sympathie. Et en fait, quand tu parles de guerre psychologique, et je vais terminer là, qu'on ait des phases brèves, qu'on n'ait pas des grands tunnels de parole, on voit en ce moment comment ça se passe. Sur le Venezuela, il y a des périodes où on n'en parle plus du tout, et puis il y a des périodes où on en parle. Alors, la dernière période où on en a parlé beaucoup, ça a été au moment du début de la pandémie du Covid, où on a vu des titres absolument partout sur la tragédie qui menace le Venezuela, gouverné par un Maduro incapable, dans une catastrophe économique et sanitaire, le chaos au Venezuela, le Covid au Venezuela. On a eu toute la presse s'emparer de ce thème. Et puis d'un seul coup, silence. Et d'un seul coup, silence. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'Amérique latine est victime d'une tragédie avec le Covid-19 ou la Covid-19, mais en réalité, la vraie tragédie, elle se passe aux États-Unis, où on en est à 185 000 morts, je prends des chiffres d'il y a une semaine, où le Brésil, 122 000 morts, et où le Venezuela, alors là c'est dramatique pour nos amis journalistes, en gros ne chiffre que 398 victimes, c'est les chiffres de la semaine dernière.
Et donc, du coup, il faut taire. Et moi, donc, j'ai vu dans Le Monde, je parle du Monde parce que Le Monde, c'est un peu le vaisseau amiral. Hein, ce que vous lisez dans Le Monde le soir, vous allez le retrouver le lendemain matin sur le service public, sur France Inter, sur France Culture, sur Radio France Internationale, etc. Et donc, j'ai vu dans Le Monde un article sur la tragédie qui menace le Venezuela. Et puis, un petit peu plus tard, on a eu un article sur les voisins du Brésil menacés par le Brésil. Et alors, curieusement, le Venezuela n'apparaissait pas dans l'article. C'est-à-dire qu'on avait tous les voisins du Brésil, sauf le Venezuela. Et puis, on a eu, y compris un peu plus tard, là je l'ai ici, l'Amérique latine en état d'urgence, toujours dans Le Monde, où on parle de la tragédie du Covid en Amérique latine, mais on ne cite pas le Venezuela. Et on ne cite pas le Venezuela parce que, manifestement, dans les conditions difficiles que connaît le Venezuela, la pandémie allait sous contrôle. Donc, on a eu un silence. On a eu aussi une longue période de silence. C'est à l'époque où on a découvert, y compris la presse américaine, qui est beaucoup plus professionnelle que la presse française, où on a découvert les liens de Juan Guaidó avec les groupes paramilitaires Los Alas Rojos, hein, le groupe colombien de paramilitaires. Ça, c'était en février de l'année dernière. Et puis, on a eu la tentative d'assassinat de Nicolas Maduro le 4 août 2018. Et puis, on a eu la fameuse opération Gédéon, où on a découvert que l'équipe de Guaidó avait signé un contrat qui a été reproduit par la presse américaine, le Washington Post, pour ne pas le citer, dans lequel il était prévu d'éliminer Nicolas Maduro. Et donc là, on a eu un silence total. Et puis là, à nouveau, on va avoir une nouvelle vague, et je termine avec ça mon premier petit exposé, avec cette fameuse affaire de l'ONU vient de dénoncer 5000 exécutions extrajudiciaires au Venezuela. Je pense que Romain va nous en parler, parce que ce matin, on a échangé là-dessus, il était déjà sur cette affaire, on était tous les deux. Et là, on en a pour plusieurs jours. Hein. Je veux dire, j'ai fait un petit décompte ce matin, il y a tout le monde qui est dessus, il y a France Culture, il y a l'Express, il y a l'Europe 1, etc., 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 etc. À partir de fait, et là je laisse la parole à Romain, qu'on peut parfaitement contester. Merci, Maurice. Tu as fait la première fois que je vois que tu fais un résumé vraiment très, très, très concret, très rapide. Parce que est-ce que tu connais tellement de choses que non, mais c'est parce que c'est Romain, on peut lui laisser la parole. Quand c'est les autres, en occupant l'espace. Vraiment, tu es arrivé il y a plus de 10 ans. Il y a déjà combien de temps que tu es arrivé au Venezuela? Bon, maintenant tu es en France. Mais à quel moment? En quelle année? En 2004. 2004. En 2004. J'avais fait un voyage aussi en 2003 et puis en 2004, je suis resté donc 11 ans et ensuite j'ai vécu en Équateur aussi. Il y a toujours eu une campagne, non, contre le Venezuela, et en plus des campagnes très grossières. On se rappelle que, puisque tu me renvoies au début des années 2000, que l'éditorialiste qui s'occupait du Venezuela avait appelé à chaque fois Hugo Chavez dans ses articles le lieutenant-colonel parachutiste putschiste. Alors c'est vrai, Chavez était lieutenant-colonel dans une unité de parachutistes. Effectivement, il avait participé à une tentative de putsch, il a été condamné, a fait de la prison pour ça. Mais quand on écrit quelque chose comme ça dans Libération, puisqu'il s'agissait à l'époque de Libération, immédiatement, les Français le décryptent avec leur propre logiciel historique qui renvoie à l'OAS, à l'extrême droite, puisque le lieutenant-colonel donc de l'armée parachutiste putschiste, ça fait référence à une partie sombre de notre histoire. Évidemment, il n'en est rien au Venezuela. Je crois qu'avant d'être président, Chavez n'était jamais allé à Alger, donc évidemment, ça n'avait aucun sens. Mais de manière générale, je voudrais signaler que le Venezuela est en guerre, mais pas en guerre comme on peut se représenter les formes militaires de la guerre, notamment avec la guerre du Golfe ou de la guerre du Golfe, ou en tout cas jusqu'à la guerre contre l'Irak en 2003, mais une guerre de 4e génération qui mêle plusieurs aspects, d'ailleurs, il n'y a pas de hiérarchie entre les aspects, ce qui donne une certaine autonomie sur chacun des fronts. Et donc, il y a une guerre
institutionnel, comme on peut le voir avec Juan Guaido, qui a une présidence fantoche parallèle, mais aussi un pouvoir judiciaire parallèle et même la tentative de constituer une armée parallèle. Il y a un front diplomatique pour essayer d'isoler le Venezuela. Il y a un front économique avec l'infâme blocus qui s'abat sur le peuple vénézuélien, soit de saboter les grandes industries du pays ou de renverser le président Nicolas Maduro. Et puis, il y a le front psychologique, le front médiatique. Et ce front-là est très pernicieux puisque l'objectif militaire au sein de ce front-là, c'est les cerveaux de tout le monde. C'est l'opinion publique internationale. Et donc, on peut distinguer plusieurs types de désinformation. Celle que mentionnait Maurice tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas parler du Venezuela pendant un grand laps de temps. Donc ça, c'est très embêtant puisque les gens ne peuvent pas avoir une vue d'ensemble et comprendre les enjeux de ce qui se passe dans le pays. Et puis aussi, il y a des fake news, on va dire conjoncturelles, comme par exemple, qui prennent assez bien, comme par exemple le fait que les Vénézuéliens affamés, les habitants de Caracas affamés, étaient allés manger les animaux du zoo. Bon, il se trouve que j'ai été au zoo de Caricuao, donc à Caracas en 2018. Et ben, les animaux, ils étaient tous là. Ils étaient même en bonne santé. Évidemment, c'était une fake news. Mais si tu veux, c'est ce genre de petites fake news conjoncturelles, il y en a, c'est de manière épisodique et continue. Je pense par exemple, encore une fake news conjoncturelle, au fait que lorsqu'il y a eu un piratage de la centrale électrique, donc qui a empêché les stations de pompage d'envoyer de l'eau potable dans les grandes villes, il y a eu une fake news disant que les Vénézuéliens de Caracas étaient en train de récupérer l'eau sale des égouts. Évidemment, c'est encore une petite fake news conjoncturelle. Et puis à côté de ça, il y a les grandes campagnes médiatiques et ces campagnes, évidemment, font un ravage au sein des cerveaux des pays concernés. Alors, il y a eu par exemple la campagne sur les Guarimba, donc cet épisode insurrectionnel en 2014 puis en 2017 qu'a connu le Venezuela, où une opération médiatique planifiée va faire croire que Nicolas Maduro et le gouvernement bolivarien assassinent son peuple. Figure-toi que ça marche. Ça marche. Je me rappelle personnellement, je venais de rentrer en France. Il se trouve que j'étais sur la terrasse d'un café pendant que cette campagne, un soir, et toutes les personnes à la terrasse du café étaient devenues des experts en Venezuela. Ils parlaient absolument tous du Venezuela, évidemment sans même savoir où se situait le pays. Je pense que les Guarimba doivent se lire comme un acte de guerre qui vise à fragmenter le territoire vénézuélien et à atomiser l'État et à l'empêcher d'administrer les ressources naturelles ou les richesses de la nation. Et c'est pour ça d'ailleurs que de 2014 à 2017 et ensuite à 2019, ça monte en niveau et en organisation et en stratégie militaire. C'est-à-dire qu'on nous présente ça depuis l'Europe ou les pays occidentaux comme des manifestations étudiantes qui sont réprimées par le pouvoir. Pas du tout. Les Guarimba sont une alliance entre, effectivement, certains groupuscules étudiants, mais surtout entre la pègre, entre des groupes de choc, entre des paramilitaires, pour mettre le pays à feu à sang et récupérer des portions de territoire. Je rappelle qu'en 2014, alors, c'est extrêmement violent, hein. Il y a des morts à chaque fois, la plupart sont imputables à l'opposition et les médias accusent systématiquement le gouvernement vénézuélien dans la responsabilité de ces morts. Je donne juste un petit détail qui est lorsque, après 2 ou 3 mois de cet épisode insurrectionnel, le gouvernement décide de récupérer les territoires perdus.
alors, vous voyez qu'ils ont développé surtout une stratégie de contention au début. Je dis bien 2 mois après, ils récupèrent les territoires perdus, puisqu'au début, c'est juste de la contention pour éviter un massacre, d'ailleurs, soit dit en passant, pour éviter un affrontement entre les partisans de chavistes et ces groupes, ces chemises brunes de l'opposition. Lorsque le gouvernement décide de récupérer la ville de San Cristobal, qui est frontalière avec la Colombie, il se trouve que cette ville, il y avait des barricades partout sur les grands axes et que ces barricades étaient tenues par la pègre. Et les propres habitants de San Cristobal, y compris les gens d'opposition, étaient obligés de payer pour pouvoir traverser ces barricades. Lorsqu'ils ont, à 4 heures du matin, récupéré les barricades et arrêté les mutins et les groupes violents qui étaient là, sur 40 personnes arrêtées, 17 étaient recherchées par Interpol. 17 sur 40, la moitié des personnes qui se trouvaient sur ces barricades étaient recherchées par Interpol pour vol, pour meurtre, pour trafic de drogue, etc., etc. Et c'est ces gens-là qui étaient décrits dans les médias occidentaux comme des manifestants pour la liberté et la démocratie. Évidemment, c'est un énorme foutage de gueule. On a eu d'autres campagnes sur les 18 000 exécutions extrajudiciaires au Venezuela. Alors ça, c'était une campagne mondiale à visée politique. En France, c'est le journal Le Monde qui a assumé le leadership de cette campagne, en tout cas pour le monde francophone. Cette campagne avait pour but d'éviter que le Venezuela ne soit élu au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Voilà, ça, c'était le but de la campagne. Mais pas de bol, ça n'a pas marché. Une grande majorité de pays a voté pour le Venezuela, reconnaissant donc le président Nicolas Maduro comme légitime. Et puis, plus récemment, comme le mentionnait Maurice, il y a quelques jours, donc, il y a eu cette campagne. Donc, on monte d'un échelon sur le fait que Nicolas Maduro serait responsable de crimes contre l'humanité. Alors, le problème, c'est que absolument tous les médias ont titré ça, certains d'ailleurs sans même prendre la peine de nuancer. Et la seule façon de contrecarrer, mais c'est une façon qui prend du temps, c'est d'aller lire le rapport. Le rapport fait 433 pages. Et là, évidemment, on tombe sur des ignominies, puisque dans l'article 5, je me permets de vous le lire, on trouve donc du rapport, hein, ce n'est pas moi qui invente, ce n'est pas une opinion, c'est ce fameux rapport qui écrit « La recherche a permis d'identifier des modèles et de documenter des incidents spécifiques qui établissent des motifs raisonnables pour croire qu'il a été commis des violations des normes internationales sur les droits de l'homme. » Dans l'article 9, il précise « Cette norme est respectée lorsque des informations factuelles ont été recueillies qui satisfont pour un observateur prudent et objectif que l'incident s'est produit tel que décrit avec un degré raisonnable de certitude. » Bon, là, on voit manifestement que la mission de l'ONU, qui n'est jamais allée au Venezuela, émet des hypothèses et n'a absolument aucune preuve. Et de fait, dans l'article 1977 de ce même rapport, ils en arrivent à dire, j'ouvre les guillemets, « Les conclusions de la mission n'équivalent pas à une condamnation pénale et les informations présentées ici sont pour la plupart inférieures à celles qui sont nécessaires pour obtenir une condamnation pénale. » Donc, là, on voit bien que même l'ONU n'a pas de preuves tangibles et ils le reconnaissent. Le rapport se base sur des articles de presse, mais pas de n'importe quelle presse, d'une presse farouchement opposée à Nicolas Maduro, des ONG financées par Washington, c'est-à-dire un gouvernement hostile au gouvernement bolivarien, et puis le témoignage de personnes de l'opposition radicale, putschiste ou séditieuse. Donc là, on voit que ce n'est absolument pas sérieux. Pourtant, lorsque ça transcrit, lorsque ça transperce dans le monde médiatique, le tribunal médiatique condamne Nicolas Maduro pour crime contre l'humanité. Je resitue, hein. On est le 11 avril 2002, c'est la fameuse tentative de coup d'État contre Hugo Chavez. On est en plein après-midi, on a une marche de l'opposition extrêmement importante.
On a une marche de l'opposition extrêmement importante, et puis on a regroupé autour du palais présidentiel de Miraflores les chavistes qui viennent pour défendre le président. Ces chavistes, ils sont comme vous et moi quand on manifeste, ils sont sans armes, ils sont là simplement avec leur volonté politique et leur courage politique. Il se trouve qu'on est sur un pont sur lequel j'arrive par hasard au moment opportun. Ça fait partie de la chance du journalisme, encore faut-il être sur le terrain pour pouvoir avoir cette chance. Et j'assiste à une fusillade entre des gens qui, sur le pont, sont couchés et en train de répliquer à des tirs qui, eux-mêmes, sont en train de les allumer. Bon. En fait, ce qui se passe, c'est que des francs-tireurs cachés dans un hôtel sont en train de tirer sur les partisans de Chavez. Il se trouve que sous ce pont, l'avenue est vide. La manifestation de l'opposition est à 300 mètres de là et elle est beaucoup plus loin. Et immédiatement, les médias, qui sont, comme par hasard d'ailleurs, installés à cet endroit depuis la veille, alors que personne ne savait que la manifestation était censée passer par là, et y compris, il était censé savoir qu'il y aurait un coup d'État. Les médias montrent les partisans de Chavez en train de tirer, sans préciser qu'ils sont en train de se défendre, mais en argumentant, sans qu'on puisse voir sur qui ils tirent, qu'ils sont en train de tirer sur la manifestation pacifique de l'opposition, qui n'est pas là. Moi, je le vois, je photographie la scène, hein, j'ai fait des photos, elles sont connues. Moyennant quoi, effectivement, une partie des militaires vénézuéliens pense que Chavez a fait tirer sur l'opposition, et c'est une des raisons pour lesquelles un certain nombre des officiers qui n'étaient pas forcément dans le coup se retournent contre Chavez et permettent qu'en fait le coup d'État se développe. Je précise une chose, c'est que si je n'avais pas eu la chance d'être à cet endroit à ce moment-là, j'aurais eu un doute. J'aurais eu un doute. Et la campagne de presse, la campagne médiatique, moi j'ai vu les chaînes de télévision vénézuéliennes, qui n'étaient pas des chaînes de télévision, qui étaient des partis politiques d'opposition. Tous les quarts d'heure, reproduire cette scène où on voyait des chavistes tirer sans qu'on voit sur qui ils tiraient, en disant qu'ils sont en train de tirer sur l'opposition. Mais si je n'avais pas été là, j'aurais douté. Et y compris, j'ai eu une communication le soir avec un camarade qui travaillait au palais présidentiel de Miraflores, à qui j'ai expliqué ce que j'avais vu, et qui m'a dit « Ah, mais tu me rassures, parce que je pensais que réellement le président avait pété les plombs et qu'il avait fait tirer sur l'opposition. » Bon. Néanmoins, nous, on a publié cette version dans le monde diplomatique. Ça a été la contribution qu'on a eue à démonter ce qu'était ce coup d'État. Mais l'ensemble de la presse internationale a repris bien souvent la thèse de l'opposition vénézuélienne et a accrédité l'idée que Chavez avait fait tirer sur le peuple. C'est extrêmement complexe. Alors, ça m'amène à revenir un petit peu sur ce que disait Romain. On passe de 2002, on passe à 2020, on est 18 ans après, le temps passe vite. Dans cette campagne qui est en train de se monter, là, sous nos yeux, sur l'ONU accuse le président Nicolas Maduro, moi j'accuse vraiment, je ne vais pas vous faire du Zola, c'est pas j'accuse. Qu'est-ce qui se passe là? Hernando me fait des signes. No pasa nada, sigue, tranquilo. Donc la campagne qui est en train de se monter, les journalistes font preuve d'une paresse qui est absolument phénoménale. Je dis bien phénoménale. Le rapport qu'on nous cite, que Romain a décortiqué, nous annonce 5094 morts, 5094 exécutions par les forces de sécurité depuis 2014. Tout le monde semble avoir oublié que le 5 juillet 2019, Michelle Bachelet, la haute commissaire des droits de l'homme de l'ONU, a rendu public un premier rapport dans lequel elle accusait le gouvernement vénézuélien d'avoir provoqué 5287 exécutions extrajudiciaires en 2018. Alors, écoutez bien les chiffres, je reviens. 5287 exécutions extrajudiciaires en 2018. Et là, on nous dit 5094 depuis 2014. Il y a comme un pataquès. Il y a comme un pataquès. Et franchement, il suffit de faire ce qu'a fait Romain, ce que j'ai fait, c'est-à-dire d'examiner le rapport de l'ONU qu'on vient de publier, et puis celui que Michel Bachelet a rendu public il y a un an. Et on voit bien qu'il y a une incohérence. Et n'importe qui devrait voir qu'il y a une incohérence. N'importe qui devrait se rendre compte qu'il y a peu de temps, Human Rights Watch et Le Monde annonçaient 18 000 exécutions extrajudiciaires, Amnesty International 8 000 exécutions extrajudiciaires. Maintenant, on nous dit 5094 depuis 2014. Après, on nous disait 5 000 en 2000. Tout ça n'a aucun sens. Tout ça est une escroquerie monumentale. Alors la question, c'est est-ce que je mets en cause le Conseil des droits de l'homme de l'ONU? Ben oui.
Parce que c'est pas forcément que, comment dire, c'est comme n'importe où, il y a un rapport de force. À l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a un certain nombre de pays, un certain nombre de puissances, et il y a des rapports de force qui s'établissent. Au Conseil de sécurité, il y a des rapports de force qui s'établissent, et au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il y a des rapports de force qui s'établissent. Et là, évidemment, l'objectif à travers les 3 rapporteurs de l'ONU, c'est de mettre en difficulté le président Nicolás Maduro, et en particulier, et là on l'a vu dans les réactions qui ont suivi, moi que j'ai vu ce matin, c'est un message envoyé à l'Union européenne, qui commence à se poser des questions sur le fait de savoir si elle va appuyer, si elle va permettre, si elle va observer l'élection législative du 6 décembre de cette année. C'est un élément extrêmement important parce que dans ce cas-là, l'Union européenne se dissocierait de la politique criminelle des États-Unis. Et donc là, on va rentrer dans une campagne pour dire à Joseph Borrell, qui est le porte-parole ou qui est le secrétaire général, je ne sais plus trop ce qu'il est, non, il ne faut surtout pas appuyer le processus électoral. Il faut suivre Trump sur les sanctions et sur le renversement de Nicolás Maduro. Et l'ensemble de la presse, il faut dire avec un certain désespoir, parce que je suis journaliste, j'ai passionnément aimé ce métier, se fait l'agent d'une opération de manipulation absolument phénoménale. En 2019, sous le couvert d'une pseudo-aide humanitaire, s'est organisée une opération de conquête du sud du Venezuela, de la région frontalière avec la Colombie, pour en faire une sorte de Benghazi vénézuélien. Sauf que ça n'a pas marché comme prévu. Et durant toute la journée, donc moi j'étais présent sur le pont Simon Bolivar, donc qui est le principal pont qui communique le Venezuela avec la Colombie. Et toute la journée, je pouvais lire dans la presse francophone, qui n'était pas sur place d'ailleurs, qui n'était pas du côté vénézuélien. Du côté vénézuélien, c'est simple, en journalistes internationaux, il y en avait 7. Il y avait les Chinois, il y avait les Iraniens avec Hispan TV. Alors, ce n'est pas des Chinois et des Iraniens, hein, c'était des journalistes. Enfin, dans le cas de Hispan TV, la chaîne iranienne, c'est un journaliste argentin. Il y avait Télésour et il y avait l'agence russe, j'ai oublié son nom. RT. RT. Non, pas RT, celle qui fournit les images. En fait, donc, et puis une journaliste brésilienne et moi. Donc évidemment, on n'était pas nombreux. Toujours est-il que je lisais bien que nous étions du côté de bandits qui donnaient l'assaut et qui tiraient à balles réelles sur des manifestants qui cherchaient à passer de l'aide humanitaire. Mais c'est pas vrai. C'était absolument pas vrai. Il se trouve que depuis le matin, 7 heures du matin, il y a eu une opération coordonnée qui a encerclé les militants chavistes qui étaient présents sur ce pont et les forces de l'ordre du côté vénézuélien et du côté colombien pour essayer de faire tomber la frontière et d'envahir le pays. C'est exactement ça qui s'est passé. Moi, je l'ai vu et je voyais la distance complètement délirante qu'il y avait entre ce que je voyais et ce qui était retranscrit dans les médias internationaux. Et puis, il y a eu cet épisode fameux du camion d'aide humanitaire. Je mets des guillemets parce qu'on a su après qu'il était en fait chargé de matériel de subversion sur un autre pont. Mais sur ce pont, donc le camion dit d'aide humanitaire a brûlé. Immédiatement, tous les médias au monde ont accusé le gouvernement de Nicolás Maduro d'avoir brûlé les camions. Et les premiers à en parler, donc ça a été Mike Pompeo, évidemment, qui lui a accusé les chavistes présents sur le pont d'avoir brûlé le camion d'aide humanitaire. Or, nous savions, nous, pour être présents, pas sur le pont, mais pour être présents dans la zone, qu'il n'y avait aucun militant chaviste sur ce pont, pour une simple raison, qui était une raison de sécurité. C'est un pont qui n'est pas large, et donc aucun militant chaviste n'avait été admis à défendre ce pont pour éviter un affrontement et pour éviter des morts. Donc, ce n'était pas possible. M. Pompeo avait menti, et je dirais presque c'est de bonne guerre, hein, puisque les États-Unis étaient derrière cette tentative d'invasion. Ce qui n'est pas de bonne guerre, c'est que tous les journaux au monde, en tout cas les médias dominants, ont repris le mensonge de Pompeo comme s'ils étaient les porte-parole du département d'État. Il se trouve que quelques semaines plus tard,
le New York Times a publié des images montrant clairement que c'était un militant d'un groupe de choc de l'opposition qui avait lancé un cocktail Molotov sur le camion. Eh bien, figurez-vous, là, c'était impossible de nier, n'est-ce pas? Figurez-vous que jusqu'à ce jour, aucun média francophone n'a rétabli la vérité. El País, qui n'est pas tendre avec la révolution bolivarienne, le médiateur d'El País a fait paraître plusieurs mois plus tard un article disant qu'il fallait déminer la situation parce qu'il en allait de la crédibilité du journal. Et il a dit oui, effectivement, c'est un militant de l'opposition qui crame le camion d'aide humanitaire. Aucun média français n'a fait de même. Et le vice a été poussé par le Check News de Libération de nier complètement la situation et de remettre en doute la vidéo fournie par le New York Times. C'est pour ça que je dis qu'en espagnol, on trouve énormément d'informations parce que, en tout cas sur le Venezuela, il y a bien sûr des sources qui essaient de rétablir la vérité. En anglais, on trouve aussi de l'information en fonction des luttes internes, notamment aux États-Unis, CNN et le New York Times, qui ne portent pas trop Donald Trump dans leur cœur, ont fait quelques révélations sur la situation au Venezuela. Dans le monde francophone, c'est le néant total. Nous avons les pires médias au monde. On arrive dans une thématique particulière, mondiale, que tout le monde connaît, et c'est M. Guaido, le président autoproclamé d'un moment à l'autre au Venezuela. Et qu'est-ce que tu penses à niveau de propagande, à niveau de réalité, à niveau de... Maurice, qu'est-ce que tu penses de Dans un premier temps, je vais dire que je ne l'explique pas, mais que je le constate. Je ne sais pas si avec ma petite caméra on va voir. Là, j'ai le Monde, encore le Monde, une page. Voilà. Venezuela, donc une interview de Juan Guaido. Maduro s'est allié avec des criminels. Alors, ça ne manque pas de cachet quand on sait que Guaido s'est allié avec les paramilitaires des Rojos, parce qu'on le sait quand même. Quand on sait qu'il y a eu une tentative d'assassinat de Nicolas Maduro, quand on sait qu'il y a eu un contrat qui a été signé, oser, quand on est un quotidien dit d'information, publier une grande page sans apporter au moins un démenti, ou en tout cas une information contradictoire, il y a un vrai problème. Guaido, moi, n'importe qui peut aujourd'hui regarder les médias. Parlons des médias. Il y a aujourd'hui tous les jours, on nous parle de l'affaire Alexei Navalny, cet opposant russe qui a été ou qui aurait été empoisonné. Je ne me prononce pas sur le fond de l'affaire, d'ailleurs c'est une information. Il est normal qu'elle soit traitée avec cette importance. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas traiter avec la même importance la tentative d'assassinat de Nicolas Maduro, qui est un président en exercice, dont les représentants sont présents à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a quand même une dissociation un peu féroce. Tous les jours, on nous parle de la Biélorussie. Je ne suis pas contre, il y a une crise en Biélorussie. Je ne me prononce pas sur la crise, je ne connais pas la Biélorussie. Mais comment se fait-il que pendant toute la semaine dernière, alors que la répression a été féroce et plus importante qu'en Biélorussie sur les manifestants colombiens, il y a eu en 2 jours, il y a eu 13 morts, on n'a quasiment rien sur la Colombie. Pourquoi est-ce qu'on adore Guaido et pourquoi est-ce qu'on est silencieux sur Duque, qui est son allié et dont tout le monde sait qu'il est le représentant de l'ouribisme, qui est l'extrême droite colombienne. Il y a donc là un phénomène politique. Alors, il m'arrive d'essayer de réfléchir, de me dire, mais comment, parce que je considère, parce que je les connais quand même, tous les journalistes ne sont pas des voyous, tous les journalistes ne sont pas des tordus. Comment ça fonctionne ? Alors, je vais aller le plus vite possible. Mais sur le Venezuela, qui est un cas particulier, mais on pourrait ensuite étendre à la Bolivie. La Bolivie, Le Monde a titré « Les erreurs d'Evo Morales » au moment du coup d'État contre la Bolivie. On n'a pas titré « Le coup d'État en Bolivie ». Non, pas du tout. Bon. Comment ça fonctionne sur le Venezuela ? Le Venezuela, le président Chavez, Hugo Chavez, qui arrive avec son socialisme du XXIe siècle, il se met par définition à dos la droite, donc les journaux de droite.
Et puis Chavez, il se trouve que, par ailleurs, il s'est mis à dos la social-démocratie, puisque lorsqu'il a tenté son coup d'État contre Carlos Andrés Pérez, le 4 février 1992, Carlos Andrés Pérez, pour Action démocratique, était membre de l'Internationale socialiste. De sorte que la presse de centre-gauche, de gauche, et que toute la gauche de gouvernement en Europe, de Felipe González à François Mitterrand ou François Hollande, considère Chavez comme un ennemi. Vous avez ensuite, pour conformer une opinion, pour formater l'opinion, un acteur extrêmement important sur lequel il faut se pencher, sur lequel il faudra se pencher, et qui est extrêmement compliqué, c'est les organisations dites de défense des droits de l'homme. Et je pense à Human Rights Watch, je pense à Amnesty International et actuellement ce qui se passe avec l'ONU. Ces organisations ont une énorme répercussion. Amnesty a une bonne réputation et lorsque Amnesty vous dit qu'il y a eu 8000 exécutions extrajudiciaires au Venezuela, tout le monde, ou plutôt tout le monde, a tendance à croire que c'est vrai, sans savoir que Amnesty a besoin de se financer auprès de ses militants et que si dans vos rapports vous dites quelques bavures policières au Venezuela, parce qu'il y en a, ou même plusieurs bavures policières au Venezuela, dans un contexte d'attaque systématique du pays par Donald Trump et dans un contexte de déstabilisation économique, vous n'allez pas attirer les gens susceptibles de vous financer de la même manière que si vous dénoncez un génocide au Venezuela. Donc il y a ce problème. Bon. Ensuite, vous avez ceux qui fabriquent cette guerre psychologique, ils ne sont pas idiots. On a maintenant le problème avec les écologistes. Sur le Venezuela, c'est l'arc minier de l'Orénoque, l'extractivisme. On sait très bien que les écologistes, ici chez nous, sont à juste titre sensibilisés par la protection de la planète. Si vous réussissez à faire passer dans l'opinion que Maduro est en train de détruire l'arc minier de l'Orénoque pour extraire de l'or et du coltan, vous avez gagné la partie. Vous avez, par ailleurs, en Amérique latine, vous avez deux féminismes. Vous avez un féminisme des classes bourgeoises ou moyennes pauvres, d'une manière pris fait et cause pour les opposants au gouvernement progressiste, que ce soit Rafael Correa en Équateur, que ce soit Evo Morales en Bolivie, que ce soit Hugo Chavez ou Nicolás Maduro au Venezuela. Et puis vous avez un féminisme populaire qui, lui, défend ces chefs d'État. Mais les écologistes, les universitaires, les féministes qui ont les connexions avec les universités européennes ou américaines, avec le monde académique européen, avec les médias européens, sont ceux qui sont dans l'opposition. Et puis vous rajoutez l'Église. Vous rajoutez l'Église qui a un poids extrêmement important là-bas, mais qui a encore un point important ici. Il n'y a pas longtemps, l'an dernier, je vais vous lire, a circulé dans toutes les paroisses de France, communiqué par le comment on appelle ça, le machin des évêques de France, la Gazette. La conférence des évêques de France, je vous lis. Un immense espoir a jailli le 23 janvier 2019 lorsque Juan Guaidó, président de l'Assemblée nationale légitime, est devenu président de la République bolivarienne du Venezuela. Il est devenu en vertu des articles 233 à 333 de la Constitution qui prévoit que c'est le président de l'Assemblée nationale, C'est-à-dire que dans toutes les églises de France, ça a circulé. Qu'est-ce qui se passe avec les journalistes? Il y a un moment, le journaliste il se dit « je ne peux pas être tout seul contre tout ce monde-là ». On va me dire, mais enfin, tu es tout seul contre tout le monde, c'est toi qui déconnes, si on parle comme dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'il y a une telle concentration venant de points divergents, y compris de points sur lesquels qu'on regarde avec respect, que d'un seul coup, les journalistes qui pourraient avoir un esprit critique sont complètement tétanisés et que plus aucun n'ose faire ce qu'on est en train de faire avec Romain ici, on n'est pas des héros, c'est-à-dire essayer de remettre la réalité sur ses rails. La réalité sur ces rails au Venezuela, c'est que oui, par exemple, il y a des exécutions extrajudiciaires commises par les forces de sécurité. Il y en a, c'est des bavures, c'est des vraies bavures. Il y a eu des cas de torture, on les connaît. Il y a 2 ou 3 prisonniers qui sont morts dans les... Ok, ça on le sait. Mais la campagne qui est menée contre les FARES, qui est la force anti-émeute vénézuélienne, elle a un objectif, un véritable objectif. C'est que ce n'est pas une force qui pratique l'exécution systématique, mais que c'est une force qui est susceptible de lutter contre les groupes paramilitaires qui sont en train d'infester le Venezuela, qui viennent de la Colombie voisine, et qui font partie du plan d'ensemble pour en finir avec la révolution bolivarienne et Nicolás Maduro. Le problème, c'est que la concentration des sources d'information qui informent les informateurs est telle qu'ils n'osent plus. Ils n'osent plus se rebeller, et que donc petit à petit, ils formatent l'opinion, et qu'on a tous, moi j'ai des copains, j'ai des amis, qui sont le Venezuela, mais en parfaite bonne foi, sont persuadés qu'il y a une dictature au Venezuela. Et là, pour le coup, quand là-dessus vous rajoutez l'Union européenne,
quand vous rajoutez… Alors Donald Trump, c'est un peu plus compliqué. Mais Donald Trump, on le critique pour tout, sauf pour le Venezuela. C'est-à-dire qu'on considère qu'il a un cerveau malade sur le réchauffement climatique, sur la répression des Noirs aux États-Unis. Mais sur le Venezuela, comme par hasard, il serait inspiré par les lumières divines. Donc voilà en gros comment je vois que ça, enfin comme il me semble que ça fonctionne. Je crois que pour moi, comme Colombien, la Colombie, c'est le pays le plus, ton État, pas la Colombie, l'État colombien, c'est l'État le plus violent au monde, le plus assassin au monde. Pourquoi personne regarde la Colombie? C'est d'autant plus incompréhensible que, figure-toi, Hernando, que la correspondante du Monde qui s'occupe du Venezuela vit à Bogota. C'est-à-dire que depuis Bogota, c'est-à-dire à peu près 2500 km, elle écrit sur le Venezuela sans jamais rien écrire de significatif sur la situation réelle en Colombie. Ça, effectivement, allez, on va pas lui jeter la pierre, mais on va dire que c'est peut-être l'intérêt de sa rédaction en tout cas, mais c'est incompréhensible et inadmissible parce qu'en plus, l'information, enfin en tout cas, il y a plusieurs sources d'informations en Colombie. Lorsque il y a eu des scandales sur les achats de vote récemment encore, l'année passée en Colombie, avec le scandale Merlano, l'information a été diffusée. De fait, lorsque Aida Merlano qui a fait des grandes révélations sur le système archi corrompu de la politique colombienne, où notamment des grandes familles se font élire de manière frauduleuse et une fois élues, elles se payent sur la bête en s'offrant des grands contrats de BTP. Donc, quand cette personne qui est au cœur du système a dénoncé ce système, elle l'a dénoncé notamment au Venezuela où elle était partie se réfugier. Il se trouve qu'elle a fait une conférence de presse où étaient invités des grands médias colombiens, notamment, je pense à une interview qu'elle a donnée sur W Radio. Je crois que Semana aussi a suivi l'affaire. Et c'est absolument pas répercuté. Pourquoi? Je pense que, en tout cas, à un certain niveau politique, la Colombie, c'est évidemment le modèle à suivre. Le modèle à suivre au niveau pour les tenants du capital, puisque évidemment, un pays qui assassine ou qui laisse assassiner ses syndicalistes, qui laisse assassiner les leaders sociaux, eh ben, c'est le pays aussi rêvé pour les tenants du capital pour investir. Hein. Ils ne sont pas ennuyés par des personnes qui demandent des conditions de travail dignes. Sinon, ils leur envoient les paramilitaires. Et puis, je crois que c'est aussi le modèle un peu pour la région, c'est-à-dire un État ou un non-État, parce que là, si on peut parler d'État failli, c'est bien dans le cas colombien, qui ne contrôle pas son territoire étant fragmenté et notamment sous le contrôle de groupes illégaux, paramilitaires, narcotrafiquants, etc., etc. C'est finalement le modèle qui tente d'implanter dans plusieurs pays d'Amérique latine, en sachant que la Colombie aussi, tu ne l'as pas mentionné, mais tu le sais mieux que moi, est un narco-État où le trafic de cocaïne est la base, le ciment financier de l'économie colombienne. Et ça, c'est pas anodin, mais on va le retrouver dans plusieurs autres pays. Je rappelle qu'au Honduras, dont le président est issu du coup d'État contre Manuel Zelaya, hein, il y a eu plusieurs étapes, on peut dire qu'il a été issu de ce coup d'État, le président est mis en cause dans le narcotrafic. Au Mexique, il y a de grandes suspicions sur les prédécesseurs de López Obrador d'avoir été mêlés aussi au narcotrafic et au cartel de Sinaloa. Au Venezuela, Juan Guaidó est en lien permanent avec les cartels narco-paramilitaires colombiens. En Bolivie, le poids des cartels de la drogue a aussi été déterminant dans le renversement d'Evo Morales lors du coup d'État de novembre 2019. C'est-à-dire que le modèle colombien ne peut pas être révélé puisque c'est le modèle qui va être exporté dans toute l'Amérique latine par les tenants du capital qui préfèrent largement avoir ce type de gangster à la tête d'un pays plutôt que des politiciens qui ont un projet
de politique souveraine et de redistribution des richesses. Donc, évidemment, les médias ne parlent pas de la Colombie, si ce n'est sur des épiphénomènes, et évidemment en sport, en vélo en ce moment, avec le Tour de France, d'ailleurs, qui va pas tarder à commencer, et en football, bien évidemment. Voilà. Donc là, effectivement, il y a un problème de blackout total. Je pense que si les gens savaient ce qui se passait dans ce pays et la violence qui se déchaîne sur les dirigeants sociaux, effectivement, ils n'auraient Dieu que pour la Colombie et oublieraient un certain temps le Venezuela. Je connais assez bien la Colombie pour dire que son système c'est anarcho-État. Mais pourquoi, à niveau international, l'image tombe comme un anarcho-État sur Venezuela et pas sur la Colombie? Le narco-État, c'est le Venezuela, y compris quand même avec un truc absolument ahurissant, qui aurait dû aussi faire éclater de rire la communauté médiatique. C'est lorsque le président Trump met la tête à prix de Nicolas Maduro pour 15 millions de dollars parce que c'est un narco-président. Enfin, je veux dire, comment ça aurait dû faire la une? Non. Bon. Donc, c'est le Venezuela, le narco-État. Étant entendu que le premier producteur mondial de cocaïne, c'est la Colombie, que le premier consommateur mondial de cocaïne, c'est les États-Unis, et que le Venezuela, il est coincé entre les deux. Et que par ailleurs, on le sait, y compris les services états-uniens le disent, 70% de la coke qui part de Colombie partent par l'océan Pacifique et non pas par le Venezuela. C'est-à-dire qu'en réalité, là encore, on est dans une campagne médiatique qui est établie par des laboratoires qui sont dont c'est le métier. Si on revient à la France, je crois, y compris, je vais dire, à ceux et celles qui nous regardent, de ne pas prendre en compte leur opinion politique, peu importe. Simplement que la Colombie en France n'est pas un enjeu politique et que le Venezuela est devenu un enjeu politique. Le Venezuela est devenu un enjeu politique en France parce que Chavez a réintroduit le mot socialisme du XXIe siècle, mais on n'a retenu que goulag, d'ailleurs, première chose. Bon. Et puis surtout parce que une force d'opposition en émergence qui s'appelle la France Insoumise, et puis à un degré moindre le Parti communiste, à un certain moment ont pris fait et cause pour le Venezuela. Et à partir de là, l'arme fatale pour tuer la France Insoumise et à un degré moindre le Parti communiste, ça a été le Venezuela. C'est un enjeu de politique intérieure. C'est un enjeu de politique intérieure. Voilà. C'est aussi bête que ça. Pour les États-Unis, il s'agit de reprendre l'arrière-cour, phénomène classique. Pour le monde économique, je veux dire, c'est le pétrole, c'est l'or, c'est le coltan, comme c'est le lithium en Bolivie. Donc voilà, donc des présidents qui s'appellent Chavez, qui s'appellent Maduro, mais aussi qui s'appellent Evo Morales, Rafael Correa, Nestor ou Cristina Kirchner, etc., qui réintroduisent l'idée de l'État régulateur, de la souveraineté nationale et de la protection et d'utilisation au profit de politique sociale des ressources du pays, deviennent les ennemis intimes de finalement pas mal de monde. Et on est obligé de dire de l'impérialisme américain, pour employer l'expression qu'on devrait employer plus souvent, et du sous-impérialisme européen. Mais en plus de ce que vient de dire Maurice, il se trouve que lors du début de l'opération Guaidó, je pense que, en tout cas aux États-Unis, on pensait réellement que Guaidó pouvait renverser le président Maduro avec sa stratégie de présidence parallèle. Il se trouve qu'au bout de quelques mois, et notamment après la tentative de coup d'État raté du 30 mai 2019, tout le monde sait que cette stratégie-là est foutue et que Guaidó n'arrivera jamais au pouvoir, ni par les urnes, ni par les armes. Or, il se trouve que c'est à partir de cet instant-là où Guaidó va révéler réellement ce qu'il est, c'est-à-dire un prête-nom pour la spoliation des biens et des richesses de la nation vénézuélienne, notamment les comptes bancaires du Venezuela qui ont été congelés dans de grandes banques occidentales, y compris européennes. On parle là de plusieurs milliards, de 7 milliards d'euros. L'or du Venezuela, une qui a été spoliée par la Bank of England, sans parler des entreprises stratégiques qui ont une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, notamment Citgo, qui possède des raffineries et des stations-service aux États-Unis, et puis Monomeros, qui est une entreprise pétrochimique
en Colombie et en Bolivie. Alors, il se trouve que, et précisément, à tout ce qu'a dit Maurice sur le jeu de politique intérieure, c'est rajouté aussi le fait que l'opération Guaidó bénéficie à des grandes fortunes et à des grands réseaux bancaires. Donc, effectivement, sortir de cette impasse-là, reconnaître les élections, revenir au champ démocratique, eh bien, ça risque d'être une perte en matière d'argent pour des acteurs économiques et financiers en Europe et aux États-Unis. Une dernière question, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je continue avec toi, Armand. Dis-moi, tu as vécu au Venezuela, maintenant ici en France. Je connais beaucoup des étrangers qui ont vécu au Venezuela, mais aussi des Vénézuéliens qui ont sorti de Venezuela, mais qu'ils commencent de façon automatique à dénigrer de la révolution bolivarienne. Pourquoi pas toi? Ah, pourquoi pas moi? Ben parce que bon, il faut voir aussi les processus de migration. Hein. Je rappelle que le Venezuela n'a jamais été une terre d'émigrés, non? Non, mais je dis pourquoi pas toi, après que tu as sorti avec toute la problématique que la presse internationale raconte, la presse française. Oui, c'est pour ça que je te disais ça. C'est-à-dire que si tu veux, on connaît, et moi j'ai connu, étudié, vécu, participé et tissé des liens, évidemment, qui me permettent de comprendre la profondeur de la situation au Venezuela. Dans le phénomène d'émigration massif, qui est d'ailleurs, c'est encore une campagne aussi médiatique, puisqu'il ne s'agit pas de nier qu'il y a effectivement de nombreux Vénézuéliens qui ont dû fuir les conséquences de l'infâme blocus contre leur pays. En revanche, l'utilisation médiatico-politique de cette migration en vue de renverser le gouvernement Nicolas Maduro est absolument infecte. Néanmoins, beaucoup de personnes, effectivement, perdant la qualité de vie à cause du blocus, n'ont pas forcément eu je dirais presque que c'est un peu normal, comment dire, le réflexe d'analyser ce pourquoi ils avaient perdu la qualité de vie, auquel d'ailleurs ils avaient été habitués sous Chavez et la révolution bolivarienne. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, vous pouvez trouver, alors là, je parle plus, en tout cas, en Amérique latine, plus de migrants qui vont dénigrer la révolution bolivarienne. En Europe, la situation est un petit peu différente puisqu'il s'agit légèrement plus de classes moyennes qui partent et effectivement qui étaient déjà opposants avant de partir. En ce qui me concerne moi, eh bien moi, parce que je crois exactement que le modèle proposé est digne d'intérêt. Je pense que Chavez puis Maduro, avec beaucoup plus d'embûches, a continué à perpétuer un modèle différent, en tout cas en rupture avec le néolibéralisme et les modèles qu'on nous impose dans le monde entier. Je pense aussi que le Venezuela reste un laboratoire non seulement pour la démocratie participative, les conseils communaux, les communes, la participation du peuple directement dans une sorte de démocratie directe, et puis ça reste aussi un laboratoire de tout ce que l'Empire peut faire de pire lorsqu'il lutte contre un pays et dans sa volonté absolument d'asphyxier la population et de le détruire. Et la résistance des Vénézuéliens au Venezuela est de ce point de vue-là admirable. Maurice, je te connais depuis longtemps, même avant que tu étais chef de rédaction au Monde Diplomatique. Et tu connais la Colombie, tu connais l'Amérique latine. J'ai regardé, j'ai entendu de temps en temps, quand tu es invité à la télévision française, que tu es tous les sols pour défendre au Venezuela, à Cuba, voilà. Dis-moi pourquoi. Je n'ai pas une réponse très précise à tout ça. D'abord, je ne suis pas invité si souvent que ça à la télévision. Bien souvent, quand je suis invité, je suis plutôt un alibi de la liberté d'expression et de la démocratie. C'est-à-dire que je me souviens que la dernière fois, je le dis très clairement, et je l'aurais dit au moment où ça s'est passé, la dernière fois que j'ai été invité sur France Inter, j'étais tout seul face à 4 opposants
à Nicolas Maduro, plus les deux présentateurs. Oui, je connais ça. Je connais très bien ça. Oui, non, mais c'est intéressant d'expliquer à ceux qui nous écoutent. Moi, en plus, je suis pas spécialement à l'aise avec l'expression orale. Je suis plutôt un journaliste de presse écrite. J'ai été obligé de me mettre à parler devant des caméras, devant des micros, etc. Mais c'est pas mon truc. Lorsque vous avez en face 2 ou 3 ou 4 personnes qui sont contre vous, vous pouvez pas répondre à tout. Donc, vous êtes obligé de choisir ce à quoi vous allez répondre et vous laissez passer des salves. Et donc, vous repartez en étant frustré, en vous disant, mais j'ai pas répondu à ça, j'ai pas répondu à ça, j'ai pas répondu à ça. Se pose la question, mais est-ce qu'il faut y aller? Mais la question, c'est si on n'y va pas, on laisse le terrain libre à tous les autres. Et après, pourquoi est-ce que je me livre à ce genre d'exercice? C'est parce que j'ai le sentiment de faire mon boulot. Je suis journaliste, je connais bien l'Amérique latine, j'ai des convictions. Alors, je prétends vraiment pas que j'ai toujours raison, je peux me tromper, j'ai des doutes, j'ai souvent des doutes. Mais à partir du moment où je me forge la conviction que, par exemple, ce qui se passe au Venezuela, c'est une agression féroce des États-Unis, menée par les États-Unis contre un gouvernement qui a voulu changer l'ordre des choses, je n'ai aucune raison de lâcher. Je vais vous révéler une petite anecdote, je vais essayer d'être bref parce que je vois qu'on est en retard. Pourquoi est-ce qu'on ne s'aide pas? Moi, j'ai eu une expérience en terrain. Il y a en 1900, ça me ramène aux années 80. Les années 80, je suis parti au Salvador où il y avait une guerre civile, avec dans la poche un contrat qui, pour moi, jeune journaliste, était un truc fantastique pour faire un livre pour les éditions du Seuil. Pour moi, c'était génial. J'ai passé 3 mois au Salvador, j'ai passé 3 mois avec la guérilla du Front Farabundo Martí de Libération Nationale. J'ai fait mon boulot de journaliste de terrain, et puis je suis rentré, j'ai écrit le livre. Et le Seuil me l'a refusé en me disant oui, mais non, c'est trop proche de la guérilla, c'est trop proche des thèses de la guérilla, c'est des Pol Potiens, c'est des Khmers rouges, c'est extrêmement dangereux, on ne sait pas comment ça va finir, etc., etc., etc. Donc mon bouquin finalement est sorti dans une petite maison d'édition qui s'appelait Ancre, Los Compañeros, et évidemment ça a eu une influence sur sa diffusion. Et puis quelques années après, lorsque la guerre s'est terminée au Salvador, 1992, il y a eu la commission d'enquête de l'ONU. Et la commission d'enquête de l'ONU a confirmé tout ce que j'avais écrit. Et depuis ce jour, je sais que lorsque j'ai la conviction honnête, raisonnable, de défendre une opinion, personne ne me fera céder, même si je me retrouve complètement en minorité. Et voilà, il y a la prochaine. Merci beaucoup. Hasta luego. Hasta luego. Chaito y Chaito. pa'lante.